Amis téléspectateurs de ITV, bonsoir et merci de nous retrouver à nouveau ce mois-ci dans votre émission Gros Plan. La seule émission qui vous parle des organisations à but non lucratif, associations, organisations internationales, sociétés civiles. Et nous nous retrouvons en ce mois de mars pour parler des femmes encore. Le mois des femmes, la journée internationale des droits des femmes, c'était le 8 mars. Et dans le cadre de cette journée, nous nous sommes immiscés dans les activités qui ont été organisées par ces structures. Je vous invite à découvrir cet élément. Et nous nous retrouvons juste après sur le plateau avec nos invités du mois. 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes. Nous avons été invités par ONU Femmes et le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants à assister à la célébration de cette importante journée. La cérémonie a été marquée par les discours importants de Mme Penda Seck Diouf, présidente du SIX, du représentant de la Sonatel, de Sen'Eau et bien entendu d'ONU Femmes et du ministère de la Femme. Nous sommes ici dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, suite à la tenue des premières assises de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation hier, sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Récemment, nous avons fait un diagnostic fouillé de la situation économique des femmes. Et nous nous sommes rendus compte que, malgré leur poids numérique, malgré les efforts consentis par l'État pour impulser leur autonomisation, elles demeurent encore à une échelle très basse. Et en vue d'impulser une nouvelle dynamique, nous avons recensé individuellement ou en groupement pour faire vraiment le recueil des problèmes qui gangrènent ou qui freinent l'exploitation de leur potentiel économique. Le thème retenu par les Nations Unies, c'est la digitalisation inclusive, l'éducation à l'ère du numérique pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce choix également trouve toute sa pertinence dans un contexte mondial marqué par la globalisation qui a été accélérée par la digitalisation, mais aussi marqué par le fait qu'il est temps de recentrer le positionnement des femmes dans l'espace global mondial, mais au niveau également des espaces de pouvoir comme le monde médiatique ou le monde de la communication si vous voulez, mais aussi dans l'espace économique. Mais ce que nous retenons, c'est que le digital offre à la fois un avantage aux femmes dans le cadre de leur autonomisation, mais en même temps il présente des risques. Et sur ces risques, nous voulions insister pour faire un appel à une prise de conscience, à une utilisation responsable de l'outil qui est le digital, par rapport aux femmes, mais aussi par rapport aux jeunes enfants, dont les femmes ont la lourde tâche d'assurer leur éducation à la maison et un peu partout. C'est ce qui justifie l'articulation de ce panel d'aujourd'hui. D'abord, on a examiné en premier lieu les stratégies efficaces pour lutter contre les violences et l'apport du numérique. En deuxième lieu, nous avons évoqué comment prévenir la violence en ligne, mais aussi quelles solutions adaptées pour prévenir la violence en ligne. Nous avons tenu à inviter quelques acteurs hommes qui sont investis dans ce champ d'action pour lutter soit contre les violences ou les discriminations, mais aussi pour promouvoir le bien-être mental et physique des femmes à travers la santé, la promotion de la santé, de la reproduction et la sensibilisation pour la fréquentation des structures de santé. Les solutions qui ont été proposées, c'est de poursuivre les efforts d'impulsion du potentiel digital des femmes en renforçant l'accès universel au numérique pour les femmes, mais aussi à ouvrir des créneaux porteurs en termes d'activités économiques pour les femmes dans le domaine digital. Mais autre solution proposée, c'est de comment joindre tous les efforts nationaux pour amener les femmes et les jeunes filles à une utilisation responsable de l'Internet, du digital, si vous voulez, tout court, afin d'éviter qu'elles soient exposées à des risques de stigmatisation, de discrimination ou de violence qui pourraient engendrer des traumatismes et freiner du coup leur potentiel économique. Ce thème est d'une importance capitale parce que nous l'avons vu avec certains événements comme les crises mondiales, comme la pandémie de Covid-19. Nous avons été obligés de recourir au numérique pour vraiment accéder à des informations, mais également transmettre des informations, partager des informations et gagner du temps par rapport à la pandémie. Donc ça a été bénéfique
pour les populations, mais surtout pour les femmes et les filles. Et donc c'est pourquoi ce matin, nous avons fait le point sur les chiffres, les écarts qui permettent de dire aujourd'hui qu'il y a un fossé entre les hommes et les femmes en matière d'accès au numérique. Et au niveau mondial, rien que pour les femmes entrepreneurs, on parle de moins de 70% des femmes entrepreneurs n'ont pas accès au TIC. C'est énorme, c'est énorme. Et là, il faut voir quelle est la part de l'Afrique et quelle est la part du Sénégal. Nous avons aussi donné quelques exemples d'initiatives qui sont en cours et qui sont des initiatives assez encourageantes. Au nord du Sénégal, l'ONU Femmes a développé un projet sur l'agriculture résiliente au changement climatique et qui déploie une plateforme numérique appelée Buy from Women, jëndee ci jigéen ñi acheter auprès des femmes, qui permet aux femmes agricultrices rurales d'accéder aux informations sur le niveau d'emblavement par exemple et de pouvoir vendre en ligne. C'est une première, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que toutes ces innovations sont traduites en langue locale, ce qui facilite l'accès et la compréhension de l'utilisation de ces plateformes. Cette cérémonie a également été marquée par la présence du groupe Effort, un groupe de 10 femmes, chanteuses, rappeuses, qui ont agrémenté cette cérémonie de leurs belles prestations. Effort mi ngi signifier ensemble, force, organisation et responsabilité. Mu dajale 10 jigéen 10 voix de la musique sénégalaise ay artistes yoo xamante ni reconnaître nañ leen fii ci Sénégal. ñu ngi aborder ay thèmes yu différents nag si album bi albumu 10 titres la ñu ngi ciy wax viol ñu ngi ciy wax violence verbale violence physique ñu ngi ciy wax ku ëmb ñàkk doomam wala ku ëmb ñàkk bakkanam. ñu ngi ciy aborder mariage précoce ñu ngi ciy aborder cancer du sein ñu ngi ciy aborder aussi notamment harcèlement waaw ak viol beaucoup de choses daal maanaam kii yu bari yu touché jigéen yi ñi ngi ko ci aborder. donc looloo ñu boole tey ak waa ONU Femmes et te am na thème tamit ñoom bu ñuy aborder boo xam ne ñun dañ koy dund au quotidien muy violence ci internet bi digital et ñun dañuy dund parfois nga dugg gis commentaire boo xam ne mën na yàq sa àdduna mën nañ la wax loo xamante ni tey boo tëddee doo nelaw da nga naan man est-ce que du ma xoolaat sama bopp est-ce que tu te remets en cause même si benn commentaire tu peux remettre en cause toute une carrière et voilà donc ñun tey dañoo nekk ay nit yoo xamante ne Sénégal dañu bàyyi xel nit yi dañuy déglu te comme nit yi dañuy déglu dañuy bàyyi xel dañoo bëgg waxal jigéen ñëpp jigéenu àdduna bi yëpp loolu tey moo teg effort bi ngay gis te projet bi day dem ci social aussi parce que tey jii bu ñu defee suñu album bu soobee yàlla lépp luñ ci am dinañ ko partager ak jigéen ñi nga xamante ne seen loxo àggul seen digg ginnaaw tey ji loolu moo ñu tax a jóg on est plus dans le social. am na lu bari loo xam ne jigéen yaa ngi koy dund soxna yaa ngi koy dund ci wàllum violence faite aux femmes ci wàllum autonomisation entrepreneuriat formation éducation je pense que loolu day soxla ñu ànd def seen kàddu mu doon benn ñu mën a représenter jigéen yëpp ci vitrine yi nekk fépp ci àdduna donc loolu mooy sababu concept effort lu ci meññ ci wërsëg dinañ ko delloowaat ci soxlay jigéen ñi jàppale leen dans l'autonomisation mais aussi pour stopper la mortalité maternelle fu ñu jouer dinañ mën a jënd ay ambulance wala ñu jënd ay chaises roulantes may ko l'amicale des femmes handicapées du Sénégal wala ñu dem ci prison yi xool le besoin et puis xool nuñ ci jàppee. Je suis en présence de Monsieur Ousseynou Gueye de Polaris Asso et de Madame Fanta Sow de ONU Femmes. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Bonjour Khadija et bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour Fanta. Merci beaucoup Khadija pour l'invitation. Bonjour à Ousseynou également et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je suis Madame Ndiaye Fanta Sow. Je suis chargée de programme
à ONU Femmes Sénégal. Donc le portefeuille que je gère, c'est la gouvernance, le leadership et la participation politique des femmes. Donc ONU Femmes est une entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de la femme. Donc elle appuie les gouvernements, les institutions à tout ce que les stratégies et les politiques puissent prendre en compte les préoccupations des femmes et des filles dans le monde. Très bien. Monsieur Gueye? Merci encore une fois pour l'occasion que vous nous offrez. Alors moi je m'appelle Ousseynou Gueye, je suis le directeur exécutif d'une association qui appartient à la société civile qui s'appelle Polaris Asso. Polaris Asso travaille sur les enjeux du numérique. Donc nous, notre mission, c'est d'utiliser finalement le numérique comme prétexte ou levier pour travailler autour de la promotion, de la protection, de l'engagement et de l'autonomisation des jeunes. Alors, le thème de cette année, pour le 8 mars, c'était pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, pour le commun des Sénégalais qui nous regardent, c'est quoi l'inclusion digitale? Ou un monde digital inclusif, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la technologie? C'est quoi l'innovation? Pour ne définir encore que ces termes. Alors, on peut dire que l'inclusion digitale, c'est un effort à faire de sorte que tout le monde puisse contribuer au monde numérique, mais également en tirer profit. Donc, que chacun puisse, à son niveau et où il se trouve, accéder au monde numérique et également profiter de toutes les retombées qui peuvent ressortir de ces aspects-là. Si je comprends bien, donc, c'est les tirer avantage des opportunités qu'offre le monde numérique. Effectivement. Le monde numérique, il est matérialisé par quoi de nos jours? Le monde numérique, exactement en ce moment, c'est l'accès à tous les outils, hein, tous les téléphones, l'ordinateur, la télé, parce qu'il y a le numérique à travers la télé, etc. Et ça nous permet d'avoir accès au marché, d'avoir accès aux informations, d'avoir accès à l'énergie, etc. Donc maintenant, tout marche par rapport au numérique. Et il faudrait que chacun puisse participer pleinement à cela, dans ce contexte-là. Le numérique n'est rien sans les technologies et sans l'innovation qui se fait en continu. Alors, Ousseynou, c'est quoi une technologie? Ou c'est quoi les technologies, puisqu'il y en a plusieurs, et que représente l'innovation? Alors, très bonne question. C'est un concept qui n'est pas facile à définir, la technologie. Quand on remonte à l'étymologie grecque, technologie vient de art, état de l'art et compétence. Donc, c'est dire que quasiment la technologie est présente partout. Mais ce qui rend spécifique aujourd'hui et actuel le fait de revenir sur ce mot technologie, c'est quand on précède le mot technologie de nouvelles. Donc aujourd'hui, on parle notamment de nouvelles technologies. Quelles sont les nouvelles technologies? Et par ces nouvelles technologies, on a bien évidemment le numérique, on parle de robotique, on parle d'intelligence artificielle, on parle de plus en plus d'interaction entre l'humain et une machine. Donc aujourd'hui, dans son acception, quand on parle de technologie ou de nouvelles technologies, c'est le rapport qu'un humain est capable d'entretenir avec une machine qui a des impacts ou des répercussions sur sa vie sociale, sur sa vie professionnelle, etc. Et quand on parle justement de technologie, c'est en rapport avec le second mot que vous m'avez demandé de définir, c'est l'innovation. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'innovation finalement est très liée à la technologie. Quand on parle d'innovation technologique, c'est notamment comment transformer, révolutionner l'art ou les métiers qu'on pratique, l'agriculture, la communication, la pêche, l'industrie, par rapport à ces nouvelles technologies-là qui peuvent être un facteur positif dans l'exercice de ces métiers-là. Donc c'est par innovation, si je peux le dire ainsi, c'est comment on combine. C'est une combinaison entre un métier, un art qui se faisait avant, avec de nouvelles technologies qui sont apparues au cours de ce 20e, 21e siècle. On a tous nos téléphones en main. Le téléphone a remplacé le papier ces derniers temps. Même si on essaie de le garder, mais aujourd'hui on fait tout avec nos téléphones. Il commence même à remplacer les ordinateurs parce qu'on peut travailler directement à partir de son téléphone. Ces nouvelles technologies nous ont envahis littéralement parce que dans notre vie de tous les jours, on ne peut plus se passer
de cela. On va s'arrêter sur la journée du 8 mars, mais aussi sur le mois de mars globalement. Il y a énormément d'activités qui se déroulent dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, organisée soit par ONU Femmes, par Polaris Asso et par d'autres organisations de la société civile, des organisations internationales. Et le fait que le thème cette année tourne autour du digital a même suscité un engouement différent parce qu'il touche de plus en plus de cibles. Donc les écoles de formation, les universités, les lycées se sont même appropriés cette thématique-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de ce mois de mars des activités qui sont passées? Quelles sont les leçons majeures qu'on a pu tirer de toutes les activités auxquelles on a participé? Merci Khadija. Vous savez, le 8 mars est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits fondamentaux des femmes et également qui permet de sensibiliser pour réduire les inégalités entre les sexes. Donc la thématique de cette année s'adresse au numérique parce qu'effectivement on se rend compte qu'il y a un écart numérique entre quand on est homme ou quand on est femme. La fracture numérique elle est considérable quand on est au fin fond du Sénégal, quand on est en ville. Donc je pense que ça a permis, toutes les activités qui ont eu à être mises en œuvre ont permis de sensibiliser pour que chacun puisse vraiment participer au monde numérique, puisse en tirer profit, qu'on puisse identifier les goulots d'étranglement et apporter des mesures correctives à ce qu'on puisse atteindre vraiment un monde égalitaire en termes de numérique. Donc je pense que ce 8 mars-là, vraiment, ça a été un moment, et le mois de mars est un moment de sensibilisation par rapport à la thématique, afin que les décideurs, afin que la société civile, que tout le monde puisse être conscient sur ce qu'on devrait faire pour pouvoir vraiment réduire le gap. Ousseynou, vous avez organisé des activités en tant que Polaris Asso en partenariat avec ONU Femmes et d'autres partenaires. Nous allons regarder un élément que nous avons produit dans le cadre de cette activité, un panel régional. Et vous allez ensuite nous dire ce que vous avez pensé de cette journée. Une autre activité importante s'est tenue pendant le mois de mars, un panel régional, pour également parler des violences faites aux femmes et aux filles à l'ère du numérique. Cette rencontre a réuni essentiellement des élèves et des étudiants à l'Institut français de Dakar. Vous savez, le numérique est arrivé d'une manière extraordinaire, donc avec une ouverture qui permet énormément de choses. Moi, je peux vous en parler avec plaisir parce que dans le programme dans lequel je travaille, le programme Force N, nous travaillons dans les certifications gratuites à travers des compétences que l'on donne aux jeunes filles et aux jeunes femmes dans les métiers du numérique. On les donne aux jeunes, mais avec un pourcentage de 55% comme cible jeunes filles. Donc aujourd'hui, ce sont des compétences qui sont là, qui sont à leur portée, qui leur permettent de travailler demain dans les métiers du numérique. Parce que n'oublions pas que les jeunes filles, le taux de jeunes filles dans les STEM est extrêmement bas au Sénégal. Donc pour un taux de 30%, on a à peu près 17% de jeunes filles. Alors qu'à l'horizon 2050, on apprend que tous les métiers vont devoir tourner autour de la technologie et du numérique. Donc vous voyez un peu l'importance de ces questions-là. Aujourd'hui, on travaille à travers le programme, mais en particulier à travers une des composantes que l'on appelle la composante STEMD en faveur des lycées et des collèges, à impliquer davantage, à rendre, disons, sexy les filières scientifiques et technologiques pour ces jeunes filles-là. Ma relation avec ONU Femmes, je les suis depuis très longtemps et je suis très contente d'être invitée aujourd'hui en tant que panéliste sur les dangers de digital et l'harcèlement. En tant que personnage public, j'utilise le digital pour partager mes contenus, mon travail et bien sûr beaucoup de loisirs. Donc moi j'ai été vraiment agressée sur les réseaux sociaux, surtout par rapport à la série Maîtresse d'un homme marié où je portais le rôle de marraine, mais aussi du fait que j'ai soulevé beaucoup de sujets comme la violence faite aux femmes, la violence faite aux gens qui souffrent de santé mentale. Et dès l'instant où j'ai parlé de mes problèmes de santé mentale, j'ai reçu beaucoup de critiques, de violences sur les réseaux sociaux.
Donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui, d'en parler et de donner la force aux autres, et surtout de ne pas s'arrêter. D'éviter de tout exposer sur les réseaux, de les utiliser à des fins plus probables, c'est-à-dire de partager leur travail, leur expérience, ou bien de chercher le savoir, parce que le digital sert à ça aussi. Tu peux être influencé par des gens qui peuvent te donner la force de te lancer à l'aventure dans un travail ou dans d'autres domaines. La femme est une reine. De temps en temps, comme la plupart des jeunes, j'utilise WhatsApp et Instagram, Facebook, YouTube et d'autres réseaux. Pour ce que je publie, oui, je peux dire que je fais très attention. Mais pour les choses que je regarde, non, pas du tout. Je regarde ce que je vois. Donc, je ne fais pas attention. J'utilise aussi Google pour faire des recherches. Et j'utilise WhatsApp aussi pour recevoir des fiches à travers mes camarades de classe et tout ça. Je peux dire que la plupart des jeunes, peut-être ils ne savent pas les dangers qui se trouvent au niveau des réseaux. Mais bon, il y en a pas mal qui l'utilisent sans savoir les dangers. Je voulais rappeler aux jeunes de bien faire attention à ce qu'ils publient sur les réseaux. Parce qu'on ne sait jamais. On peut publier des choses auxquelles un jour ça peut dégénérer. Donc il faut faire très attention à ce qu'on publie. J'utilise WhatsApp, YouTube et TikTok. J'utilise pas Instagram parce que je ne suis pas intéressée. Et Facebook, je trouve que c'est pour les vieux. Sur TikTok, je regarde des vidéos de motivation et il y a des rappels aussi que j'écoute là-bas sur l'islam. Il y a des vidéos sur les études aussi. La vie sur les réseaux est différente de la vie qu'on a, de la vraie vie. Oui. Ce qu'on publie ne doit pas gâcher quelque chose dans notre vraie vie. On doit bien regarder ce qu'on fait sur les réseaux. Parce que quand on publie quelque chose sur les réseaux, ça va y rester toute la vie. Alors qu'on peut vieillir un jour. Une minute, une vidéo d'1 minute peut gâcher toute une vie. C'est pour cela qu'il faut bien regarder ce qu'on publie sur les réseaux. C'est très important. Merci Ousseynou. Vous avez vu, nous avons participé à cette activité que vous avez organisée avec ONU Femmes, un panel régional qui a été au cœur de la thématique de ce 8 mars. Nous avons donné la parole à des panélistes que vous aviez invités comme Halima Gadji, Diabou Bessan, mais aussi à des jeunes, des élèves, des lycéens qui nous ont dit un petit mot par rapport à leur expérience du monde numérique, du digital et des réseaux sociaux. Mais vous, en tant que co-organisateur, que pouvez-vous nous dire également de ce qui a été retenu à la fin de cette session d'activité, de ce panel? Moi, d'abord, peut-être revenir sur l'importance de cette thématique. Nous, on l'a accueillie de manière très joyeuse quand on a appris que la thématique portait justement sur l'inclusion digitale des femmes. On s'est dit enfin, et ouf, parce que nous, ça fait des années que nous travaillons sur les questions d'inclusion numérique. Et quand ONU Femmes, des organisations comme ONU Femmes ou le système des Nations Unies vient nous renforcer en choisissant cette thématique-là, on ne peut que l'accueillir positivement. Parce que finalement, ça nous permet de multiplier par 10 notre impact. Ce que nous seuls, on pouvait faire avec ONU Femmes, avec le système des Nations Unies et l'ensemble des parties prenantes autour de cette thématique-là, on peut en faire 100 fois plus. Donc c'est précisément dans ce cadre que nous avons organisé ce panel régional qui a réuni, fait inédit, plusieurs organisations des Nations Unies, des centaines de jeunes, l'État du Sénégal, des associations également de la société civile, des acteurs, des personnalités influentes, des personnalités publiques qui sont également identifiées quand on parle du numérique. Donc je pense que ça fait partie des victoires que cette journée nous a permis, c'est de réunir autant d'acteurs pour plaider la même cause, l'inclusion des femmes à l'ère du numérique. Et à la fin de cette journée, nous avons pu constater, esquisser un certain nombre de pistes d'engagement
que les acteurs nationaux, la société civile, les organisations internationales peuvent prendre. Parce que chacun a sa part dans ce combat. Ce n'est pas que l'État, ce n'est pas que les associations, ce n'est pas que ONU Femmes, ce n'est pas que les jeunes. Chacun parmi nous a sa petite part à prendre. C'est un écosystème. C'est un vrai écosystème. Et donc à la fin de la journée, nous avons pu tirer des recommandations autour de 3 points, si je peux le dire ainsi. Il y a un facteur autour de l'accès, donc comment favoriser l'accès, notamment pour les jeunes femmes et les filles, à la technologie, à la connexion à Internet. Comment les protéger. Enfin, donc il y a les inégalités, comme je dis, il y a les inégalités d'accès et les inégalités d'usage. Donc comment réduire les inégalités d'accès, mais aussi et surtout, peut-être c'est le plus important, comment réduire les inégalités d'usage. Ce qu'on a remarqué dans notre travail, et peut-être je vais m'en arrêter là pour le moment, c'est que, je pense que je l'ai dit lors de ce panel, les femmes et les filles sont celles qui subissent le plus les dangers du numérique et en même temps, celles qui profitent le moins de ces opportunités. Donc c'est une double peine, une double condamnation, si je peux le dire ainsi. Donc je pense que cette journée, ce panel régional que nous avons organisé, avec l'aide de nos partenaires, de ONU Femmes et de l'ensemble des parties prenantes, de l'ambassade de France au Sénégal, nous a permis de placer ce sujet en haut de l'agenda sociétal, étatique et de la société civile de la région. Quelles retombées espérez-vous de cette activité en tant que ONU Femmes et par rapport au projet, notamment que vous dirigez, les filles peuvent coder? On a eu beaucoup de filles parmi les participantes. Quelle sera la suite de ce panel, mais aussi du projet dont vous avez la responsabilité? Alors, je dirais avant tout que ce panel régional a été un moment fort de partage, un moment fort de plaidoyer également, un moment fort de sensibilisation, parce qu'on a eu des personnalités qui sont venues partager leur vécu avec tout le monde et nous allons tirer des leçons par rapport à cela. Il y a eu également des recommandations qui ont été faites par ces personnes-là qui ont eu à vivre des moments un peu difficiles, tout est en lien avec le numérique. Et par rapport à cela, ce que nous disons, c'est qu'il faudrait une coordination des initiatives. Parce que l'ensemble des partenaires présents mettent en œuvre des projets, des initiatives pour améliorer l'accès du numérique aux femmes et aux filles. Mais on devrait combiner nos efforts, combiner davantage nos efforts pour avoir vraiment plus d'impact par rapport à la cible. Donc nous, en tant qu'ONU Femmes, nous mettons en œuvre un projet qui s'appelle AGCCI, African Girls Can Code. Ça veut dire les filles africaines savent coder. Et c'est un pays qui est mis en œuvre dans 11 pays d'ONU Femmes, dont le Sénégal. Donc par rapport au Sénégal, nous allons mettre en place notre camp de codage le mois prochain. Donc nous avons le mois d'avril, oui. Nous avons recruté 50 jeunes filles que nous allons former en coding avec on va dire des formateurs qui ont eu à participer à une session de formation des formateurs en Tanzanie pour avoir des modules standardisés à travers les 11 pays. Et à travers ce camp de codage, nous allons vraiment initier les jeunes filles au codage, mais également pour qu'elles aient de l'intérêt pour intégrer les filières scientifiques et technologiques et qu'elles puissent poursuivre des carrières dans ce domaine-là. Pour un parent qui ne sait pas c'est quoi le codage ou une jeune fille qui entend le codage pour la première fois, une lycéenne par exemple, c'est quoi le codage? Pour peut-être que les prochaines sessions, qu'elles puissent aller vers vous ou vers les écoles qui proposent ce type de formation. Codage, on peut dire que c'est une programmation informatique. Donc ce sont des lignes d'écriture ou de code qui donnent des ordres à un ordinateur qu'elle puisse répondre à un besoin donné. Donc c'est une programmation en tant que telle. Donc ces filles-là, on voudrait qu'elles aient de l'intérêt à intégrer, à investir ces filières afin vraiment de réduire le gap. Quel est le profil des 50 filles que vous avez recrutées? Elles ont de quel âge à quel âge? Elles viennent de quel milieu? Comment s'est fait la sélection? Alors nous avons fait un appel à candidature sur tout le territoire national sur la base de termes de référence avec des critères bien définis. Donc elles doivent être âgées entre 17 et 25 ans, elles ont le bac, elles sont dans des filières
technologiques ou bien informatiques, ou bien même parce qu'on a eu des filles qui ont eu des bacs S, il y en a qui ont également eu des bacs A. Donc c'est un peu dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment un appel à candidature par rapport à ces aspects-là. Et le camp va durer combien de temps? 10 jours, c'est un camp de 10 jours. 10 jours. Et au bout desquels les filles vont recevoir chacune un laptop. Et également, il est question de reprendre aussi une autre cohorte de 50 filles et de refaire le même camp de codage au cours de l'année 2023. Après, nous allons capitaliser sur ce camp de codage pour voir en termes de suivi et de perspective ce que nous allons faire dans la continuité. Alors, elles vont recevoir un ordinateur portable à la fin du camp. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va suivre? Est-ce qu'il y a un accompagnement peut-être pour ces filles ou pour une partie de ces filles, s'il y en a qui se distinguent, pour les aider à poursuivre leurs études dans ce domaine? Effectivement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons y aller avec nos partenaires et à la fin du camp de codage, on va vraiment suivre ces filles-là pour voir comment elles vont évoluer et voir les appuis qu'on pourra leur apporter dans le cadre de ce suivi. Toujours dans le cadre filles et numérique et technologie, vous avez aussi le programme Tech4She. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors, le programme Tech4She, c'est une initiative qu'on a lancée il y a 1 an, en partenariat avec ONU Femmes, l'antenne régionale, l'ambassade de France au Sénégal et la Fondation Thales. Comme le nom le dit, c'est Tech4She, donc c'est la technologie pour les femmes et pour les filles. Voilà, donc on était parti de ce constat, bien évidemment, des inégalités qui existent sur le numérique. Et on s'était dit à l'époque, il nous est impossible de ne pas agir sur cette question-là. Et nous avons eu des partenaires qui ont répondu à notre appel pour lancer ce programme qui se répartit en trois parties. Donc c'est un programme qui permet de protéger les jeunes femmes. Donc c'est un programme préventif, si je peux le dire ainsi. En 1 an, nous avons formé plus de 5000 jeunes filles dans les 14 régions du Sénégal, dans à peu près une centaine de lycées et de collèges du Sénégal. Vraiment partout, à Kolda, à Tamba, on a été dans toutes les régions pour former les jeunes filles sur comment avoir un usage positif et utile du numérique et comment justement faire face aux abus et aux dérives du numérique. En deuxième lieu, c'est un programme d'autonomisation. Donc là, on est sur un nombre beaucoup plus réduit parce que l'autonomisation, c'est quand même une préparation sur le moyen et le long terme. Donc nous avons formé 100 femmes qui sont issues essentiellement de la région de Dakar sur les métiers du numérique, notamment sur les métiers de développement web et sur le métier du marketing digital. Donc nous avons formé 100 filles qui ont quasiment toutes eu une insertion professionnelle à la suite de ce programme-là. Voilà. Et le dernier point de ce programme, c'est le plaidoyer. Donc c'est dans ce cadre que nous avons rédigé un livre blanc qu'on a remis l'année passée, au mois de novembre, au ministre de la Jeunesse, Pape Malick Nour, et surtout à la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, qui était venue récupérer main à main ce livre blanc-là, qui portait sur la question du cyberharcèlement. Donc l'idée à travers ces actions de plaidoyer, c'est de venir en complémentarité finalement des 2 premiers piliers, protection et autonomisation, pour accompagner nos États, nos sociétés civiles et les parties prenantes à contribuer à des politiques publiques qui puissent permettre l'inclusion numérique des femmes. Et c'est dans ce cadre que nous avions remis ce livre blanc. Alors, peut-être rapidement pour revenir sur ce livre blanc, on a fait une enquête sur le territoire de Yoff. Donc, on a fait une enquête auprès de 500 jeunes et des consultations et des focus group. Donc, nous avons rencontré près de 50 acteurs. Nous avons rencontré le commissaire Ali Kandé de la division de la cybercriminalité qui nous a répété la même chose, que les filles étaient celles qui déposaient le plus plaintes, donc étaient celles qui étaient les plus victimes. Les filles et les femmes. Les filles et les femmes. On a été à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye où on a une brave dame qui est la chef de service addictologie qui s'appelle Memouna Dieye, docteur Memouna Dieye, qui nous a aussi beaucoup appris en nous disant que de plus en plus il y a des cas de dépression ou des cas d'addiction qui se développent sur le numérique. On a rencontré les religieux, c'est une chère Tidjansé Al-Amin du QDIS qu'on a rencontré sur cette question-là. Donc on a rencontré vraiment une panoplie d'acteurs de tous les secteurs, éducation nationale, vraiment ministère de la Femme, de tous les secteurs, avec la CAP, la cellule d'appui à la protection de l'enfance, avec Ramatoulaye Ndao, donc qui nous ont permis finalement de produire un document assez qualitatif et pour permettre de guider nos politiques publiques vers des instruments qui puissent permettre la protection
et l'autonomisation des femmes au Est-ce Sénégal. que ce document est disponible aujourd'hui pour quelqu'un qui nous regarde et qui aimerait en savoir plus? Est-ce qu'il est accessible en ligne ou est-ce qu'il est disponible en physique? Le document est disponible sur le site de Polaris Asso, donc www.polaris-asso.org. On le mettra donc en bas de l'écran pour que nos téléspectateurs puissent également avoir accès à ce document-là. Il y a d'autres acteurs en dehors de ceux qui sont là avec moi aujourd'hui, qui travaillent beaucoup sur l'éducation des filles, l'accès au numérique et aux opportunités tout simplement que le monde d'aujourd'hui offre. On a une dame qui s'appelle Amy Sarfal et que beaucoup de nos téléspectateurs connaissent, qui est la directrice d'Intelligence Magazine, qu'on a rencontrée et qui milite beaucoup pour les intérêts des femmes et des filles au Sénégal mais aussi en Afrique. Elle nous dit un peu son point de vue sur cette thématique de cette année, mais globalement sur la situation des femmes et des filles au Sénégal en relation avec le digital. Nous la suivons et nous revenons juste après. Voilà, Amy Sarfal, c'est une Sénégalaise africaine. C'est une femme qui s'est dit très tôt qu'elle avait un rôle à jouer dans la société et qu'à travers les médias, elle pourrait peut-être apporter sa pierre à l'édifice en offrant une meilleure image de l'Afrique et montrer que l'Afrique, ce n'est pas ce continent qu'on a l'habitude de montrer dans la presse internationale comme atteinte uniquement de pauvreté. L'Afrique, c'est un continent avec un énorme potentiel, mais surtout l'Afrique, c'est sa jeunesse et ce sont ses femmes. Les jeunes qui n'arrêtent pas de prendre des initiatives pour lutter contre tous ces maux qui bloquent son élan d'émergence. Ce sont ces femmes, c'est les femmes rurales qui, dans les régions, sont en train d'œuvrer pour nous permettre de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Il y a quelques années, nous organisions une initiative qui visait à mettre en lumière les femmes leaders du Sénégal. Il y a de cela 13 ans. Et c'est notre première collaboration avec ONU Femmes. À l'époque, je crois que c'était Madame Joséphine Odera qui était la directrice. Et on avait fait ce pari de réunir 50 femmes. Et ONU Femmes était présent et a été notre partenaire officiel. À travers notre plateforme Intelligence Citoyenne, nous avons organisé pas mal d'activités, surtout à l'endroit des jeunes filles, parce que nous estimons aujourd'hui que la relève, pour qu'elle puisse être assurée, il faut que les jeunes filles puissent gagner confiance en elles. Et c'est pour ça que nous avons très tôt initié l'initiative Entre elles, qui avait été d'ailleurs soutenue par ONU Femmes, et dont l'objectif est justement de créer cette transmission intergénérationnelle d'expérience où les jeunes filles peuvent se mettre en face de personnes comme toi, comme d'autres qui ont réussi et qui peuvent les inspirer à aller de l'avant. Ensuite, il y a le G7 Initiative qui a été lancé à Paris et qui regroupait à l'époque un comité scientifique de 21 nationalités et qui a lancé le forum sur l'avenir de l'éducation. L'objectif est vraiment de pousser à une réforme de nos systèmes éducatifs. Aujourd'hui, on sait que c'est un problème qui affecte le monde entier. Donc, ce n'est pas simplement pour l'Afrique, mais c'est pour le monde, pour permettre justement aux citoyens du monde d'en devenir, ces élèves et ces étudiants, de pouvoir avoir une meilleure conscience de soi, de leur histoire, de leur pays et du potentiel de leur continent. En 2023, lorsqu'on regarde autour de nous et qu'on voit tellement de jeunes être connectés sur les réseaux, on penserait que la fracture numérique n'existe pas tant que ça. On penserait que tout le monde a accès à Internet, alors qu'en vérité, vous venez de le dire, les chiffres disent autre chose. Que ce soit au Sénégal, que ce soit dans d'autres pays du Sahel, aujourd'hui, le constat est là, les femmes n'ont pas autant accès au numérique. Pourquoi ? Moi, je donne deux raisons à cela.
D'abord, c'est le fait qu'au moment où les garçons sont connectés, ont le temps d'être sur les réseaux, les femmes souvent sont occupées avec les tâches domestiques. Donc, elles n'ont pas la priorité et cela fait que s'il y a un investissement à faire aujourd'hui dans une maison pour donner un smartphone ou donner une tablette à un enfant, peut-être le choix irait d'abord vers le garçon dans ces familles-là où investir dans un outil technologique revient encore d'un luxe. Il y a également l'autre explication, le fait qu'il y a encore, c'est peut-être pas la raison principale, mais il y a le fait que beaucoup de femmes aujourd'hui ne se sentent pas à l'aise au niveau des réseaux sociaux. Parce que l'image que l'on projette de la femme sur certaines pages n'est peut-être pas conforme avec ce qu'elles attendent de plateformes virtuelles. Il y a le fait qu'il y a aujourd'hui des femmes qui sont victimes de harcèlement, il y a des femmes qui sont victimes d'intimidation. Il y a aussi le fait qu'il y a un semblant de dictat aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui font qu'il faut marcher d'une voie et c'est très difficile de s'affranchir, c'est très difficile aujourd'hui d'être autonome, indépendante. Mais heureusement, de plus en plus d'influenceurs justement donnent la voix et sont en train de pousser aussi à oser embrasser ces valeurs qui font que la femme est celle qui est aujourd'hui regardée aussi comme la mère de l'humanité, porteuse d'espoir. Et je dirais qu'il y a un rôle que l'État doit jouer, il y a un rôle que nous devons jouer. Il y a tellement aujourd'hui d'associations comme Gigantech, comme Festic, etc., qui sont en train d'initier des jeunes filles, parfois dans des zones très reculées, qui les initient et les forment au codage. Et je pense que ça, ce sont des initiatives importantes et salutaires. Et j'en profite pour dire qu'au-delà même de cette digitalisation, je pense qu'il faut aussi la formation qu'il faut pour demain qu'elles puissent devenir des ingénieurs, qu'elles puissent prendre en marche toute cette effervescence autour du numérique, qu'on sache que l'inclusion financière des femmes peut passer par là, et cette culture financière, pour justement qu'elles aient cette autonomie dont vous parliez tout à l'heure, il faut qu'elles puissent être libres d'effectuer des paiements et de profiter pleinement des opportunités du monde numérique. Aujourd'hui, on peut faire du commerce sur les réseaux. On peut faire du commerce via Internet. On peut se faire connaître, on peut apprendre, on peut se former, on peut partager sans savoir. On peut se donner une mission, on peut lutter et avoir des fonds. Tout ça, ce sont des opportunités que donne Internet. Encore faudrait-il que l'on initie ces femmes à ces opportunités-là, du moins qu'on les initie à ces fenêtres, à ces opportunités plutôt du monde digital, et qu'on leur permette d'en jouir pleinement. Voilà. Le monde change, et parce que le monde change, il faut que les femmes osent s'adapter, saisir les opportunités et toutes les possibilités que cela propose. Et je dirais également, lorsqu'il y a cette peur de se faire avoir, ça reflète, à mon avis, tout simplement des carences. Ça reflète également un manque de visibilité. Ça reflète également un manque de formation. Et c'est dans des cas comme ça qu'il faut que des structures comme ONU Femmes, des structures comme le PNUD, etc., puissent entrer en jeu et aider vraiment les femmes à prendre toutes les précautions pour ne pas être victimes d'arnaques. Le Sénégal a besoin de pouvoir s'appuyer sur ces femmes, l'Afrique tout entière, pour justement relever tous ces défis. Nous avons besoin de construire nos pays. Et pour ce faire, il faut qu'on prépare la jeune génération à assurer la relève. Et ça commence par nous assurer que les jeunes filles ne sont plus retirées des écoles pour se marier trop tôt. Je pense qu'il faut laisser une femme, surtout dans le monde où on va, avoir toute l'éducation dont elle a besoin pour faire face, être autonome, ne être dépendante de personne. Bien sûr, on est toujours dépendant de quelqu'un, mais au moins leur permettre de garder cette indépendance financière
afin qu'elles ne se retrouvent jamais ou qu'elles soient en tout cas à l'abri du besoin. De retour sur ce plateau et nous remercions infiniment Madame Amissa Arfal qui, au-delà de cette interview, a été également panéliste lors du panel régional organisé par ONU Femmes et Polaris Asso. Madame Ndiaye, Monsieur Gueye, pourquoi on a besoin en 2023 de programmes pour éduquer les filles aux technologies, aux opportunités mais également aux risques? Pourquoi on a besoin d'intéresser les filles aux technologies quand pratiquement toutes les filles ou jeunes filles, en tout cas instruites qui vont à l'école, ont un téléphone ou savent au moins comment l'utiliser? Elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont sur WhatsApp. Les jeunes qu'on a interviewés nous le disent, ils sont sur presque tous les réseaux. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre système éducatif ou dans le système global sénégalais et africain pour qu'on ait besoin de pousser un peu plus les filles vers les technologies tout en les aidant à se prémunir des dangers qu'il y a autour? Alors, il faut noter que les filles ne sont pas très présentes dans les filières scientifiques et technologiques déjà. Ça, c'est un constat qui est fait et on a besoin de les inciter davantage à investir ces filières-là pour pouvoir être compétitives. Il ne suffit pas seulement d'avoir un téléphone ou d'accéder à Internet, etc. Mais il faudrait aussi avoir les compétences du numérique. Et c'est dans le cadre du programme dont je parlais tout à l'heure, le programme AGCCI, dans lequel nous sommes en partenariat avec 3 ministères sectoriels que sont le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, également le ministère de l'Économie numérique et des Télécommunications et le ministère de la FAP, que je remercie au passage vraiment pour tout ce qu'ils font pour la réussite de ce programme, où nous faisons un plaidoyer pour que l'éthique, le codage et le genre soient intégrés dans les programmes scolaires. Donc ça, je pense que ce serait vraiment important et intéressant qu'on puisse aboutir à cela. Parce que dès le début, on pourrait vraiment orienter les filles à ce qu'elles aiment ces matières-là, à ce qu'elles puissent intégrer ces secteurs. Donc à ce trio de ministères, il manque le ministère de l'Éducation nationale alors pour oui, davantage en fait, les pousser. Oui, on avait un peu le choix entre prendre le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais dans le cadre où ce projet cible les filles de 17 à 25 ans, on a pensé que mais ça n'empêche en rien qu'on peut travailler ensemble pour que tout cela puisse être pris en compte dans les programmes. Absolument. Monsieur Gueye? Alors, effectivement, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que l'accès ne suffit plus. L'accès ne suffit plus pour garantir que les filles et les femmes vont utiliser de manière utile le numérique, sans se dégrader, si je peux le dire comme ça, ou sans être victime, en tout cas, de ces abus. En fait, le numérique, c'est comme n'importe quel outil. Quand on a un bébé, on le tient par la main, on l'apprend dans un premier temps, il rampe, ensuite il commence à marcher, ensuite il se lève. Le numérique, c'est la même chose, sauf que dans nos sociétés, par contre, ce n'est pas que le Sénégal et dans la région, c'est partout. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial où on a ces recrudescences des usages malsains du numérique. C'est parce qu'on n'a pas appris à nos jeunes, on ne les a pas sensibilisés, on n'a pas développé de la pédagogie en mettant cet outil entre leurs mains, en leur disant il faut l'utiliser de telle manière, ça peut vous aider de telle manière ou telle autre manière. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important. Moi, je vais au-delà du ministère de l'Éducation nationale, c'est la famille. Il faut interpeller l'éducation parentale, il faut interpeller la famille qui a une forte responsabilité. Quand les filles ou les femmes ont des smartphones, surtout pour les filles, c'est leurs parents qui leur achètent ça. Ça coûte 100 000 francs ou 200 000 francs, ça a un certain prix, voire plus parfois, quand c'est des iPhones ou d'autres marques. Voilà. Donc il y a vraiment cette question d'éducation au numérique. Nous, c'est un peu ce qu'on fait pour l'éducation numérique. Donc c'est non seulement tu as accès au numérique, mais on t'éduque au numérique, on t'accompagne sur les dangers, sur les pièges qu'il peut y avoir. Parce que ça ne va pas de soi, de savoir que quand tu publies quelque chose sur Internet, ça reste, ça ne bouge pas. Ça ne va pas de soi de savoir qu'aujourd'hui, il y a des instruments qui existent dans notre pays, comme la Commission de protection des données personnelles ou la division de la cybercriminalité, où tu peux savoir que tel délit est sanctionné par la loi, tel fait est sanctionné par la loi.
Aujourd'hui, la loi sanctionne un certain nombre de faits qui peuvent arriver en ligne. Donc il faut, je pense, il faut que toute notre société, qu'il y ait des politiques publiques, mais que toutes les parties prenantes de notre société puissent prendre leurs responsabilités pour favoriser l'éducation numérique des jeunes. Êtes-vous de ceux qui plaident pour que, dans la réforme des curricula de formation ou de l'enseignement, des programmes de l'enseignement national, qu'on intègre davantage les technologies? Quand on sait, un constat triste et alarmant, que dans la plupart des écoles publiques, les salles informatiques pratiquement ont disparu. Il n'y a que quelques écoles publiques aujourd'hui qui ont des espaces numériques pour apprendre, ne serait-ce qu'aux élèves, à utiliser un ordinateur, à plus forte raison un téléphone. Or, comme vous l'avez dit, les filles et les garçons ont presque tous aujourd'hui un téléphone, ne serait-ce que pour une facilité de communication avec même les parents. Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à un plaidoyer pour que dans le système éducatif national, qu'on intègre de façon pérenne l'enseignement au numérique, quel qu'il soit, et de façon assez large, pour qu'il puisse intégrer ces aspects-là, le positif comme le négatif, le législatif, le technique, pour que les enfants aussi puissent connaître ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire? Alors, je pense que le ministère de l'Éducation nationale est en train de travailler dessus avec le CIMEN, le système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Mais ça ne suffit pas encore. On pense qu'il faut vraiment des réformes très structurelles qui partent vraiment au fond. Et aussi, il y a certainement un enjeu d'accélération. Moi, j'ai l'habitude de dire que chaque jour qu'on perd, ce sont des jeunes qui tombent dans les dérives du numérique. Donc, il faut le faire vite et le faire à grande échelle. Le point, c'est juste que nos sociétés n'ont pas encore su s'adapter à cette révolution digitale. Nos sociétés n'ont pas pu adapter plein de sujets d'ailleurs. Notre manière d'enseigner, notre manière d'apprendre, notre manière de s'informer, notre manière surtout d'éduquer nos jeunes sur ces questions-là, sur cette transformation digitale qui est arrivée tellement vite. Et nous, nos États et nos politiques publiques prenant du temps à voter des lois. À s'adapter. Voilà, à s'adapter. Donc aujourd'hui, on en arrive à cette situation-là. Mais nous, on est absolument convaincus qu'il faut l'inclure dans les curricula scolaires parce qu'on est finalement entre le marteau et l'enclume. Vous venez de le dire. En fait, il faut que les jeunes soient connectés. C'est un impératif. Les métiers de demain seront des métiers du numérique. Un jeune aujourd'hui qui n'apprend pas à coder ou qui n'a pas accès à de l'outil informatique est pénalisé. Ça, j'en suis convaincu. Mais l'autre face de cet enjeu, c'est qu'il faut les protéger. Tout en leur donnant cette connexion, tout en leur donnant cet outil numérique qui sera indispensable demain à leur autonomie et à leur insertion professionnelle, il faut leur apprendre comment l'utiliser pour se protéger de ça. Ce plaidoyer est plus que nécessaire parce que c'est une révolution et ça va aller de plus en plus vite. Et si on ne suit pas, on va être laissé pour compte. Raison pour laquelle on a besoin d'un tir groupé. Donc on doit mutualiser les ressources, on doit mutualiser les moyens, on doit vraiment travailler ensemble afin qu'on puisse intégrer cela dans les curricula. Également, comme il l'a dit tout à l'heure, il faut éduquer la famille. Parce qu'en réalité, les parents ne savent pas. Des fois, les enfants sont plus en avance par rapport aux parents. Les parents sont les analphabètes du 21e. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, si on ne sait pas... La plupart ne maîtrisent toujours pas l'ordinateur à plus forte raison effectivement, le téléphone. donc si on n'a pas déjà ce qu'il nous faut pour ce monde numérique-là, on ne pourra pas faire le suivi de nos enfants. On ne pourra pas les protéger. Comme on dit en Wolof, nefa. Donc il faut vraiment qu'on sensibilise davantage parce qu'il y a des dispositifs, il y a des outils qui existent comme il l'a dit tout à l'heure, mais on ne sait pas. Donc ce serait vraiment le moment de faire un grand plaidoyer, un fort plaidoyer même, pour qu'on puisse tous ensemble se conscientiser par rapport à tous ces méfaits du numérique, mais également apprendre aux enfants, les outiller dans les curricula scolaires, qu'ils puissent vraiment prendre en charge cette question-là dès l'école. Gros Plan, ce n'est pas seulement ce beau duo qui nous épate avec leurs arguments très pertinents. Nous avons également la rubrique que vous aimez tant, Vocation. La rubrique Vocation qui revient aujourd'hui avec une jeune dame qui travaille à ONU Femmes. Elle s'appelle Mame Yacine Diop. Comme vous le savez, Vocation a pour but d'inspirer à travers un modèle. Une personne qui, dans son parcours, peut aider des jeunes aussi à trouver leur voie. Nous allons suivre cet élément
et revenir sur ce plateau. Je m'appelle Mamia Sindiop. J'ai intégré le CESAC, le Centre d'études supérieures de gestion, en 2007. Et en 2010, j'ai obtenu une licence en comptabilité et technique financière. En 2012, j'ai eu mon master en comptabilité et gestion financière. Donc pour moi, en fait, ça avait du sens de continuer en fait, dans le même domaine d'activité, qui était tout ce qui était comptabilité et finance. Lorsque, à la fin de ma formation, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une agence des Nations Unies en tant qu'assistante financière. Et puis, depuis maintenant 6 ans, je suis maintenant au niveau de ONU Femmes en tant que chargée de l'administration. Donc, je n'ai pas choisi le système des Nations Unies. Je pense que je suis tombée dans le système des Nations Unies. Et bon, au tout début, pour moi, c'était juste une opportunité de... Bon, on est jeune, on vient de sortir de l'école, on a besoin de stage, on a besoin de formation. Et c'était l'opportunité en fait, qui s'était présentée à moi. Donc je l'ai saisie et comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai commencé comme une consultante et puis me voilà là aujourd'hui en tant que chargée de l'administration au niveau de ONU Femmes. Donc, en tant que chargée de l'administration à ONU Femmes, je suis en charge de tout ce qui est gestion du bâtiment, protocole, voyage. Je fais aussi un peu de procurement et de la logistique. J'occupe une position qui me permet en fait d'avoir une vue transversale de ce qui se passe dans l'organisation. Donc, c'est vrai que je suis dans le back-office, donc je n'interviens pas directement avec les différents partenaires, mais je sais que mon rôle est assez important parce que j'arrive à mettre en condition les collègues qui, eux, sont des acteurs de changement. Le fait de pouvoir mettre moi aussi ma pierre à l'édifice, même si c'est quelque chose qu'on ne voit pas, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez passionnant et qui me permet tous les jours de venir au travail et de faire ce que je fais. Donc, en tant qu'administrative officer, on a tendance en fait à être polyvalent. Donc, on touche un peu à tout. On touche au procurement, on touche à la logistique, on touche aux ressources humaines et aux finances. Donc, le fait en fait d'être polyvalent nous ouvre d'autres portes, c'est-à-dire d'autres portes de métier. Et avec un peu d'effort, un peu de formation, des certifications supplémentaires, on peut se retrouver facilement dans d'autres domaines, dans d'autres activités et voire même la gestion des opérations dans le système des Nations Unies. Avec le profil que j'ai, toutes les portes nous sont ouvertes. Et ce n'est pas simplement le profil que j'ai, c'est-à-dire avec tout type d'éducation, tous les profils nous sont ouverts. Il suffit juste d'explorer les différentes options, les différentes formations qui se présentent à nous et surtout avoir un plan de carrière et de savoir où est-ce qu'on veut y aller et quelles sont les opportunités qui se présentent à nous, quels sont les différents outils qu'on a et avec cela on peut aller facilement de l'avant et peut-être demain ou obtenir le poste de directeur régional ou même de secrétaire général. Ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'était qu'en 2020, au début de la pandémie, c'était la panique totale. Les différents pays avaient pris des mesures spécifiques, confinement, quarantaine, télétravail, fermeture des frontières et autres. Donc toujours nous, dans le cadre de nos activités, on avait certains collègues qui étaient en mission officielle et qui se sont retrouvés du jour au lendemain bloqués dans des pays et sans pour autant avoir la possibilité en fait, de retourner dans leur pays d'origine, seuls, sans leur famille, vraiment tout seuls. Et donc, dans ce cadre, moi j'étais en charge, en fait, j'étais chargée de leur rapatriement. Donc c'est-à-dire, je devais coordonner avec des vols, c'est-à-dire je devais coordonner et chercher des vols humanitaires pour leur permettre en fait de retourner dans les pays. C'était vraiment un contexte unique, hein. Les cas de Covid n'arrêtaient pas de monter, on n'avait pas de visibilité par rapport à ce qui se faisait, on n'avait pas de visibilité par rapport au lendemain, c'était la panique totale. Aujourd'hui, bien sûr, avec beaucoup de recul, on se dit, bon,
On a paniqué pour rien, mais en 2020, c'était le chaos total. Et dans ce chaos-là, de voir que certains collègues en fait, pouvaient compter sur moi et que j'arrivais à les ramener dans leur pays d'origine, dans leur pays, près de leur famille. Et pour moi, c'était un accomplissement vraiment exceptionnel pour moi. Bien sûr, bon, j'avais les outils qui étaient à ma disposition, mais je peux considérer cela comme un accomplissement professionnel. À mes cadets, le conseil que je leur donnerai, ceux qui cherchent encore leur voie professionnellement, c'est de ne sous-estimer aucune tâche. Apprenez et travaillez dans la rigueur. On ne sait pas d'où est-ce que les opportunités viennent. Elles sont là, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'elles viennent. Vous ne savez pas qui vous observe et qui peut vous hisser vers le haut. Donc travaillez, soyez dans la rigueur, soyez professionnels. Et je suis sûre que si vous arrivez en fait à respecter ces 3 éléments, vous pourrez avoir un futur brillant. Merci à mes téléspectateurs. Alors, Madame Ndiaye, Mame Yacine Diop est votre collègue. Que pouvez-vous nous dire de cette personne en quelques mots? Alors, Mame Yacine, elle a un beau parcours qui est très inspirant pour les jeunes. C'est une collègue qui est très collaborative, disponible, très facile vraiment dans le cadre du travail, qu'on aime beaucoup à ONU Femmes de par son professionnalisme, sa motivation, son engagement et sa disponibilité. Très bien, donc on va s'arrêter sur ça pour conclure un peu cette émission. Le temps qui nous est imparti est assez court. Juste vous redonner la parole respectivement pour revenir sur les projets que vous avez en cours et éventuellement sur des messages que vous aimeriez partager. On commence par vous. Merci Khadija, vraiment ça a été un plaisir pour nous d'avoir partagé ce plateau avec vous, avec Ousseynou, mais également nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Donc nous voulons faire un plaidoyer, vraiment pour qu'on puisse intégrer cette thématique-là dans les programmes scolaires, mais également nous sensibiliser davantage pour mettre fin à toute cette violence qu'il y a en ligne et qui impacte surtout les femmes et les filles. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ces sujets qui nous passionnent. Et c'est très motivant d'en parler sur ce plateau-là, qui est suivi par des téléspectateurs on les sait très engagés pour la cause féministe. Alors nous, Polaris Asso, vraiment, je pense que je vais rejoindre Fanta. C'est vraiment mener ce plaidoyer-là pour que tout un chacun, quelle que soit sa position, on a besoin de tout le monde. On a besoin de la jeune femme étudiante, de la jeune femme lycéenne, de la jeune femme cadre d'entreprise, de la jeune femme politique qui est dans l'État, qui est chez ONU Femmes ailleurs. On a vraiment besoin de tout le monde pour mener ce combat. On a besoin d'être plus nombreux, pour être plus forts, afin de faire en sorte que l'inclusion numérique des femmes soit une réalité au Sénégal. Au sortir de ce plateau, est-ce que vous avez envie maintenant de mettre en place cette plateforme de synergie qui pourrait regrouper les acteurs de cet écosystème? Sur le lead de ONU Femmes. Sur le lead de Sur le lead de ONU Femmes, dès mardi ou mercredi, on discute de cela. Inch'Allah. Donc l'idée est lancée et on est ravis d'être les instigateurs accidentels de cette initiative. En tout cas, nous vous encourageons et nous vous remercions de votre disponibilité. Tout au long de cette émission, pas seulement ce plateau, mais durant toute la semaine qu'on vous a accompagné du 8 mars à aujourd'hui, les activités auxquelles on a participé, et nous vous encourageons à poursuivre dans cette lancée pour l'intérêt des femmes et des filles et pour l'intérêt de la jeunesse surtout. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ce gros plan. Rendez-vous le mois prochain avec d'autres invités.